Dans cet exercice, on va parler de fonction génératrice d'une variable aléatoire. C'est quelque chose que vous verrez l'année prochaine, que vous généraliserez dans le cadre de variables aléatoires discrètes. Mais c'est très très intéressant de voir les fonctions génératrices dans le cadre de variables aléatoires finies. Donc l'année prochaine, ça fera partie de votre cours. Là, je vous fais une introduction à ces fameuses fonctions génératrices. On va voir leur intérêt et on va résoudre notamment un problème difficile concernant les dés qu'on peut piper, enfin, est-ce qu'on peut piper des dés de manière à obtenir un jeu équitable quand on additionne la somme des dés obtenus. Bon, ça sera la dernière question, question difficile qu'on va travailler à part. Mais là, on va déjà travailler avec la notion de fonction génératrice. Alors déjà, on se donne un espace probabilisé fini, hein, donc ce qui veut dire que oméga est un ensemble fini. Donc on a un nombre fini d'issues possibles dans notre expérience aléatoire. Et on vous dit pour toute variable aléatoire définie sur oméga à valeur dans n, on définit le polynôme. Alors, il y a déjà une première chose, c'est on définit le polynôme. Alors, il va falloir déjà justifier qu'il s'agit bien d'un polynôme, parce que vous avez noté quand même que la somme, elle est infinie. Alors, effectivement, c'est bien un polynôme, puisque oméga est un ensemble fini, ça fait partie de l'énoncé. Donc, la variable aléatoire x, comme elle est définie sur oméga à valeur dans n, elle ne prend évidemment qu'un nombre fini de valeurs, puisque cet ensemble étant fini, il a un ensemble d'arrivées fini. Donc on peut dire que x de oméga, d'une part, est fini, et d'autre part, x de oméga est inclus dans n. Ce qui signifie donc que la suite qu'on définit de cette façon-là, p de x est égal à n, cette suite numérique, cette suite elle est nécessairement stationnaire à 0. Je rappelle qu'une suite stationnaire, ça veut dire qu'il existe un rang à partir duquel, dès que n est strictement plus grand que ce rang, tous les termes sont nuls. Donc est stationnaire à 0, c'est-à-dire autrement dit, il existe un entier naturel p appartenant à n tel que quel que soit n strictement plus grand que p, la probabilité que x soit égal à n est égale à 0. Ce qui veut donc dire que, de fait, la fonction gx est une fonction polynomiale, puisque la somme, elle va varier a priori uniquement de 0 jusqu'à ce fameux entier-pied pour lequel la probabilité de x est égale à n est nulle. Donc, il n'y a pas d'arnaque, c'est pas une série numérique, c'est bien un polynôme, puisque la suite des coefficients ici est nulle à partir d'un certain rang, c'est-à-dire pour n suffisamment grand. Donc déjà, au moins, l'énoncé a un sens, et la définition a un sens. Hein. Sans ça, il aurait fallu démontrer que la série était convergente. Mais là, c'est pas une série, c'est bien une somme finie. En plus, vous avez noté qu'elle caractérise la loi, hein, puisque les coefficients d'un polynôme ils sont définis de façon unique. Connaître les coefficients, c'est donc connaître la loi de la variable aléatoire x. Donc cette fonction gx permet de caractériser la loi de x. Permet de connaître ou de caractériser, je l'utilise dans le même sens, la loi de x. Dans le sens où, si vous connaissez la loi de x, vous connaissez gx. Si vous connaissez gx, vous connaissez la loi de x. Alors maintenant, on va voir l'intérêt de manipuler des polynômes dans le cadre de probabilité. Hein. Il y a des intérêts à faire ça, on va les voir. Alors déjà, on vous demande de calculer gx de 1. Alors c'est parti, hein, moi je me place dans le cadre où j'ai une suite qui est stationnaire à 0, donc je vais prendre ces conventions-là dans la première question de l'exercice, puisqu'on travaille avec une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé fini. Allez, bah, commençons par calculer gx de 1. Gx de 1, c'est la somme pour n variant entre 0 et p de la probabilité que x est égal à n. Comme on sait de plus que la probabilité de x est égale à n est nulle dès que n est strictement plus grand que p, on sait en plus que le support de la variable aléatoire, il est évidemment inclus dans l'intervalle 0, p. Donc ce qu'on est en train d'additionner ici, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires. Donc cette somme, elle vaut 1. Donc voilà déjà une première affirmation, gx de 1 est égal à 1. Ensuite, on vous demande de montrer que l'espérance, c'est la dérivée de g évaluée en 1. Donc on va calculer la dérivée de ce polynôme.
Donc déjà, un polynôme, c'est dérivable, hein, et on sait dériver un polynôme, donc on va récupérer la somme pour n variant de, on verra, donc de n probabilité de x est égal à n fois t à la puissance n-1. Alors normalement, le coefficient constant est par, c'est-à-dire le coefficient pour t à la puissance 0, mais comme quand n est égal à 0, ce terme est nul, on peut le laisser si on désire. Donc je peux laisser la somme à 0, puisque ce terme-là est nul lorsque n est égal à 0. Donc jusqu'à p. Et si j'évalue ce terme en 1, si je calcule g' de 1, je vais donc récupérer la somme pour n variant entre 0 et p de n probabilité de x est égal à n. Donc on a bien la somme des éléments du support pondérés par leur probabilité de réalisation. On obtient donc l'espérance de x. C'est la définition de l'espérance, hein, toujours parce que le support de la variable aléatoire est évidemment inclus dans un P. Donc là, on est sûr de bien décrire les éléments du support. Bon. Ensuite, on nous demande de montrer que la variance, elle peut s'exprimer à l'aide de la dérivée seconde et de la dérivée première. Donc c'est parti, allez. On va calculer déjà la dérivée seconde de ce polynôme pour voir où ça nous mène. Donc ça va nous donner la somme pour n variant entre 0 et p. J'expliquerai pourquoi 0 de n fois n-1 probabilité de x est égale à n t à la puissance n-2. Alors là, pareil, on pourrait dire que ce n'est pas un polynôme si on commence à 0, puisque les deux premières puissances vont être négatives. Mais comme pour n égale 0 et n égale 1, ce terme est nul, on peut bien laisser ça sous cette forme-là. Donc si j'évalue maintenant cette dérivée seconde en 1, ce qu'on va donc récupérer, c'est la somme pour n variant entre 0 et p de n fois n-1, probabilité que x est égal à n. Donc là, vous récupérez une fonction de n, hein, où la fonction, c'est la fonction qui a t à ceci, t facteur de t-1. Donc si on applique la formule de transfert, hein, qui permet de dire que si je connais la loi de x, je connais l'espérance de toute fonction de x, eh bien ça, c'est l'espérance de x fois x-1. Alors à partir de là, on va pouvoir récupérer assez facilement l'espérance de x au carré, puisqu'on connaît l'espérance de x en fonction de g. Donc on a tout pour appliquer la formule de Huygens, ce qu'on va faire. Donc là, si je développe l'expression et que j'utilise la linéarité de l'espérance, on va récupérer espérance de x carré moins l'espérance de x est égale à g seconde de 1. Et donc l'espérance de x carré va donc être égale à g seconde de 1 plus l'espérance de x, et l'espérance de x, c'est g' de 1. On n'a plus qu'à appliquer la formule de Huygens. La formule de Huygens vous dit que la variance de x, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Et j'ai donc plus qu'à remplacer mon expression. Ici, ça je l'ai déjà calculé, ça me donne g seconde de 1 plus g' de 1 moins l'espérance au carré. L'espérance au carré, c'est ce terme-là au carré. Et voilà pour la variance. Donc on voit que cette fameuse fonction génératrice, elle permet de caractériser la loi. Vous connaissez la fonction génératrice, vous connaissez le support, vous connaissez la loi, puisque les probabilités des événements x est égal à n, c'est simplement les coefficients de notre polynôme. En plus, cette fonction, elle permet d'un calcul de l'espérance qui est quand même plutôt intéressant, puisque l'espérance, c'est juste le nombre dérivé de cette fonction en 1. Et elle permet aussi un calcul efficace de la variance, puisque la variance est donnée par cette expression. On sait à quel point c'est facile de dériver des polynômes, donc c'est vraiment une relation efficace qui va nous permettre de faire des calculs vraiment de façon très très efficace. Pour la seconde question, on se donne deux variables aléatoires, x, y, alors qu'on va définir évidemment sur le même espace probabilisé. Hein. Elles sont toutes les deux définies sur oméga, et elles sont indépendantes. J'ai une variable aléatoire définie sur oméga à valeur réelle, une autre variable aléatoire, y, définie sur oméga à valeur réelle, et on va supposer que x et y sont indépendantes. Ça, c'est ce que l'on suppose.
Et on aimerait démontrer que la fonction caractéristique de la somme, c'est le produit des fonctions caractéristiques. La fonction génératrice de la somme, c'est le produit des fonctions génératrices lorsque ces variables sont indépendantes. Bon, allez, il faut se lancer, hein. Donc on va calculer la fonction génératrice de x plus y. Alors déjà, on applique la définition. Donc, on a déjà la certitude que de toute façon, ça va être bien une expression polynomiale. Donc là, je vais écrire une somme qui a l'air d'être infinie, mais de fait, elle est finie, puisqu'ici, on a une variable aléatoire qui est définie sur un ensemble fini, donc son support est fini. Donc on va récupérer la probabilité que x plus y est égal à n, multiplié par t à la puissance n. Donc là, il va falloir travailler ce terme-là pour faire apparaître un produit de fonction génératrice, donc un produit de polynôme. Donc on va travailler avec cet événement. Sachant que je vous rappelle que, par hypothèse, x et y sont des variables aléatoires à valeur dans n, hein, on peut préciser. Donc on sait que x de oméga est inclus dans n, et que y de oméga est inclus dans n. Que par conséquent, pour que la somme de ces deux termes positifs fasse n, sachant qu'elles sont à valeur entière, eh bien on va pouvoir décomposer cet événement en l'union disjointe de x doit être égal à k et y doit être égal à n-k. Et pour garantir que tous les deux sont positifs, il va falloir faire varier k entre 0 et n. Donc déjà, on a décomposé, découpé notre événement en union d'événements 2 à 2 incompatibles. Étant donné que ces événements-là sont définis avec une intersection, on voit tout de suite que l'indépendance ici va permettre de calculer plus simplement la probabilité de cette intersection. On va s'empresser de calculer ça. Déjà, par axiome d'additivité des probabilités, lorsqu'on a l'union d'événements 2 à 2 incompatibles, la probabilité de cet événement, c'est la somme des probabilités des événements qui sont ici, donc des intersections. Comme les variables aléatoires x et y sont indépendantes, on sait par définition que la probabilité de cette intersection, c'est le produit des probabilités de ces événements. Donc là, on applique l'indépendance des variables aléatoires x et y. Donc là, c'est important de signaler que c'est à ce moment-là qu'on utilise que x et y sont indépendantes. Là, ce point est important. Et là, on va retrouver finalement des coefficients de la fonction génératrice de g et de la fonction génératrice de gx et de la fonction génératrice de gy. Et on va retrouver la formule du produit pour les polynômes. Donc là, on n'est plus très loin de pouvoir obtenir notre formule, puisque gx plus y de t, ça va donc être égal donc, à la somme pour n variant de 0 à plus l'infini donc de cette probabilité-là. Là, je reprends le raisonnement au départ. On vient d'exprimer cette probabilité à l'aide d'une somme. Donc on va récupérer la somme pour n variant de 0 à plus l'infini de, entre parenthèses, la somme pour, alors et cette fois-ci k varie entre 0 et n, de la probabilité que x est égal à k multiplié par la probabilité que y est égal à n-k. Et là, on retrouve la formule du produit de deux polynômes. Effectivement, rappelez-vous, quand on avait un polynôme de la forme somme des ak xk pour k variant entre 0 et l'infini, et un polynôme b qui était égal à somme pour k variant de 0 à l'infini et bkxk, qu'est-ce qu'on avait mis comme définition pour le produit de deux polynômes? Par définition, on avait dit qu'il fallait réunir toutes les puissances qui donnaient une puissance n lorsqu'on faisait varier n ici. Donc il fallait multiplier AK avec Bn-K pour récupérer un terme qui va aller donner une puissance n. Et que ces termes-là, il fallait tous les prendre. Donc il fallait donner tous les termes qui donnaient des puissances n. Donc il fallait faire varier K de 0 à n.
Et c'est comme ça qu'on avait défini le produit de deux polynômes. Donc là, vous reconnaissez directement l'expression du produit gx de t fois gy de t si vous reprenez la définition du produit de deux polynômes. Et l'indépendance des deux variables aléatoires est absolument cruciale, puisque c'est justement elle qui permet d'écrire ça à l'aide d'un produit et de rappeler justement la définition d'un produit de deux polynômes. On vient donc bien de démontrer que si x et y sont des variables aléatoires indépendantes sur oméga, alors la fonction génératrice de la somme, c'est le produit des fonctions génératrices. Voilà. Lien avec les polynômes maintenant est bien clair. Alors je vais un petit peu étoffer la troisième question. Bon, je vais déjà répondre à la troisième question et après on va légèrement l'étoffer. On va voir justement que ces fameuses fonctions génératrices vont nous permettre de répondre très efficacement à certaines questions. Donc on demande de déterminer l'expression factorisée de gx lorsque x suit une loi binomiale de paramètres n et p. En déduire l'espérance et la variance de x. Bon. Alors déjà, pour une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, si x suit une loi binomiale de paramètres n et p, on sait déjà que x de oméga, le support, c'est l'ensemble de tous les entiers entre 0 et n. Et on sait également que la probabilité que x est égal à k, lorsque k est un entier compris entre 0 et n, c'est k parmi n, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k, et ça c'est valable pour tout k compris entre 0 et n. Donc la fonction génératrice, si je me donne t un nombre réel, la fonction génératrice de x, si on applique la définition, c'est donc la somme pour k variant de 0 à n. Bon, puisque n est déjà le paramètre, donc je préfère changer la variable muette ici, qui n'a plus de sens ici, puisque n c'est un paramètre. Donc je vais avoir la probabilité que x est égal à k. Donc là, on va récupérer du k parmi n, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k, multiplié par t à la puissance k. Attention, la variable muette a changé par rapport à la définition qu'on a prise ici, puisque n devient une variable fixée, et pas plus un paramètre. Là, on n'est pas très loin d'une formule type binôme. Il suffit de bien voir qu'on a tous les éléments pour l'appliquer. Bon, il y a déjà le terme k parmi n, ça assez clairement. Une puissance k, puisqu'on va récupérer ici pt à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. On est donc complètement en mesure d'appliquer la formule du binôme avec une puissance n. C'est a priori pt plus 1 moins p à la puissance n. Donc voilà ici notre fonction génératrice. Bon, c'est un 1, il n'est pas très joli. Alors on oublie ensuite en déduire l'espérance et la variance de x. Alors l'espérance de x, on a vu, ça c'était dans les exercices précédents, dans cet exercice-là, on a vu que c'était j' de 1. Donc c'est jx' de 1. Donc on va calculer la dérivée de la fonction génératrice. On va évidemment le dériver sous cette forme-là. C'est plutôt intéressant ici pour ce qu'on a à traiter. Bon, évidemment, on va supposer que n est supérieur ou égal à 2, sinon on a affaire à une variable de Bernoulli, et ça n'a plus vraiment d'intérêt de considérer une binomiale. Je calcule la dérivée. Alors, je calcule déjà la dérivée. Donc ça va me faire déjà la dérivée du terme puissance, donc n pt plus 1 moins p à la puissance n moins 1, multiplié par la dérivée de la fonction affine, donc multiplié par p. Quand on évalue cette relation en 1, on va récupérer ici p plus 1 moins p, 1 à la puissance n moins 1, ça fait 1, on récupère np. C'était bien ce qu'on avait obtenu en revenant à la définition, ou en utilisant le schéma de Bernoulli, rappelez-vous. En ce qui concerne la variance de x, on a toujours la formule qu'on avait démontrée précédemment, qui est ici sur le sujet. Donc la variance de x, il faut que je calcule la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, c'est encore une fois la dérivée d'une composée. Donc on va récupérer n facteur de n-1, ce terme-là à la puissance n-2,
multiplié par la dérivée de la fonction affine p, donc on va récupérer ici p carré. Quand on évalue cette expression en 1, on va récupérer donc n fois n-1. Ça évalué en 1, ben, ça donne toujours 1, p carré. Voilà pour le premier terme. Plus g' de 1, g' de 1, on l'a déjà calculé, c'est np. Moins g' de 1 au carré, donc moins n carré, p carré. Alors là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en facteur? On peut mettre np en facteur. Si je mets np en facteur, il va me rester quoi? Il va me rester n-1 fois p, donc np moins p. Ici, plus 1, puisque j'ai mis np en facteur, moins np, toujours parce qu'on a mis np en facteur. Et les np se simplifiant, il me reste donc n fois p fois 1 moins p. Et on vient de calculer donc la variance de notre variable aléatoire binomiale de façon plutôt efficace. Bon, même si on peut quand même dire que le schéma de Bernoulli et voir notre binomial comme une somme de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes, mutuellement indépendantes, c'est aussi terriblement efficace. Hein. Mais bon, c'est quand même pas inintéressant de voir que cet objet, par des techniques de dérivation, permet de récupérer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire. Alors la petite question supplémentaire que je pose, c'est je suppose que x suit une loi binomiale de paramètres n et p, que y suit une loi binomiale de paramètres m et p avec n et m des entiers naturels non nuls. Donc je fais l'hypothèse que x et y sont indépendantes, et je pose la question, est-on capable de déterminer la loi de x plus y? C'est ce genre de questions qu'on a beaucoup étudiées jusqu'à présent. Alors on voit que si on arrive à déterminer la fonction génératrice d'une variable aléatoire, on connaît entièrement sa loi. Donc l'idée, c'est de dire, je vais calculer la fonction génératrice de la somme. Or, on peut disposer du résultat de la deuxième question, qui dit que la fonction génératrice de la somme, c'est le produit des fonctions génératrices. Fonction génératrice qui est connue pour une variable aléatoire de Bernoulli, ça c'est la fonction génératrice d'une binomiale, ça c'est la fonction génératrice d'une binomiale de paramètres n et p. Donc j'écris ma fonction génératrice pour une binomiale de paramètres n et p, ma fonction génératrice pour une binomiale de paramètres m et p. On voit que c'est le même terme ici qui est élevé à la puissance, donc par définition des puissances, on va récupérer ce terme-là à la puissance n plus m. Et ça, on reconnaît tout de suite la fonction génératrice d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n plus m et p. Donc on vient de démontrer que si on est dans la situation suivante, x et y suivent des lois binomiales de paramètres n, m et le même p ici, évidemment, le même paramètre de succès, alors si ces deux variables aléatoires sont indépendantes, la somme définit une binomiale de paramètres n plus m et p. Voilà une jolie application de la question 2 et de la question 3. Alors on quitte maintenant la partie la plus abstraite de l'exercice pour se lancer dans une question de modélisation. On vous dit qu'on jette 2 dés à 6 faces, a priori donc différents, hein, et on considère la variable aléatoire donnant la somme des deux faces obtenues. Alors, on va déjà poser notre problème. On suppose déjà que les dés ne sont pas pipés, déterminer la loi de x. Alors, on ne précise pas ce que c'est x. X, on va dire que c'est la somme des des 2 dés. Hein. Donc, je vais considérer x1, ça c'est le résultat du premier dé. Le résultat du premier dé. Et x2, le résultat du second dé. Résultat du second, du deuxième si vous préférez, dé. Et la variable aléatoire qu'on doit étudier, c'est la variable aléatoire qui donne la somme des deux résultats. Donc la variable aléatoire que l'on définit, c'est la variable aléatoire x1 plus x2. Alors on vous dit, on suppose que les deux dés ne sont pas pipés, ce qui signifie que x1 suit une loi uniforme sur l'ensemble 1,6 et x2 suit également une loi uniforme sur 1,6. A priori, comme les deux dés n'ont rien à voir les uns avec les autres, les deux lancers des dés sont donc complètement indépendants,
On peut donc supposer dans la modélisation que x1 et x2 sont indépendantes. Les deux lancers n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Donc on peut bien, dans la modélisation, supposer que ces deux variables aléatoires sont indépendantes. Pour déterminer la loi de x, on va voir justement tout l'intérêt et toute la puissance des fonctions génératrices. Pourquoi? Parce que la fonction génératrice de x1, comme le support de ma variable aléatoire c'est un 6, je vais avoir quoi? Je vais avoir un polynôme de degré 6, dont tous les coefficients de l'exposant 1 à l'exposant 6 sont égaux et sont tous égaux à un sixième. Donc ce polynôme, en fait, c'est 1 sur 6, facteur de t, plus t carré, plus t3, plus t4, plus t5, plus t6. Voilà la fonction génératrice de la variable aléatoire x1. C'est évidemment exactement la même pour la variable aléatoire x2. Comme les variables aléatoires sont indépendantes, on peut utiliser le résultat de la seconde question qui nous assure que gx de t est en fait gx1 de t fois gx2 de t. Mais comme x1 et x2 suivent la même loi, ils ont la même fonction génératrice, donc on va récupérer cette fonction génératrice au carré, donc 1 sur 36 multiplié par donc, t plus t carré, plus t3, plus etc., plus t6 au carré. Il ne reste donc plus qu'à développer ce carré pour récupérer la loi de notre variable aléatoire. Alors, là, ça va être assez facile, de conclure. On va écrire cette loi, donc je vais déjà voir que le support, la plus petite puissance que je vais récupérer ici, c'est 2. Donc là, je vais avoir la valeur de petit x, et là, je vais écrire la probabilité que x soit égal à petit x, et on va calculer ça au fur et à mesure. Donc le premier élément du support, c'est 2, et la probabilité que x est égal à 2, eh bien, c'est ce qui correspond à la puissance 2 de ce polynôme. Pour récupérer une puissance 2, il faut multiplier t avec t. Ça peut se produire qu'une seule fois, donc on va récupérer 1 sur 36. Alors on s'aperçoit que le polynôme, là, il présente une symétrie, donc à chaque fois qu'on calcule ce qui se passe à droite, on va aussi avoir à gauche, on va aussi avoir ce qui se passe à droite. Donc une fois que j'ai la probabilité d'obtenir 2, j'ai aussi la probabilité d'obtenir 12, et c'est la même, puisque 12, je ne peux l'obtenir qu'en multipliant T6 avec T6. Donc on voit qu'il va y avoir une symétrie. Donc je vais déjà faire mon tableau pour anticiper les éléments de symétrie. Donc pour 12, on a une probabilité de 1 sur 36 également. Ensuite, comment on peut obtenir 3 ? 3, je peux l'obtenir uniquement avec le double produit de t par t carré. Donc, oui, exactement, et je ne peux pas l'obtenir autrement. Donc la probabilité va encore augmenter de 1 à chaque étape, puisque la probabilité de 3, je peux l'obtenir juste avec du 2 sur 36. La probabilité de 4, je peux l'obtenir en élevant ce terme au carré, et j'ai également le double produit qui est là. Donc ça va me faire ici du 3 sur 36. Bon, je peux évidemment compléter avec la symétrie. Pour 5, je vais l'obtenir avec le double produit qui est ici. Alors, on va commencer déjà par t. Il va y avoir t fois t4, donc t4 fois t, donc ça c'est le double produit. Il va y avoir t fois t3, et t3 fois t2, double produit, donc on va l'obtenir 4 fois. Et on peut continuer comme ça. T6, je commence avec t, je vais l'obtenir avec tt5 et t5t, donc je vais l'obtenir 2 fois. Je peux l'obtenir avec t2, t4, pareil, 2 fois, et avec t3 au carré, 5 fois. Et pour le 7, le 7, je vais l'obtenir ce qu'il reste. Donc 7, je vais l'obtenir avec t et t6 2 fois, avec t2 et t5 2 fois, et avec t3 et t4 2 fois. Donc on va l'obtenir 6 fois. Donc finalement, c'est la somme qui a la plus de chances de sortir, c'est évidemment la somme qui est égale à 7, puisqu'elle va avoir un poids de 6 sur 36, c'est-à-dire de 1 sur 6.
Donc là, on vient de déterminer la loi de cette variable aléatoire simplement en calculant un produit de polynômes et en regardant les différentes puissances qu'on obtient et les coefficients de la puissance obtenue. Donc là, on vient d'obtenir la loi de x plus y, enfin x1 plus x2, pardon, lorsque les dés ne sont pas pipés. Alors on arrive à la question intéressante, évidemment, c'est est-ce qu'on peut rendre le jeu équitable en truquant les dés? Alors, on vous demande de montrer que ce n'est pas possible. Hein. On vous demande de montrer qu'il n'est pas possible de truquer les dés de manière à ce que le jeu soit équitable. Alors, comment montrer qu'il n'est pas possible d'obtenir quelque chose, hein? Ça, la question a même un intérêt en elle-même, montrer qu'il n'est pas possible de piper les dés de sorte que x suive une loi uniforme. Alors déjà, x, si ça suit une loi uniforme, ça sera quel type de loi uniforme? On a vu que les valeurs de x, c'est les valeurs de 2 jusqu'à 12. Donc déjà, le support de x, c'est de 12. Donc si x suit une loi uniforme, c'est une loi uniforme sur l'ensemble de 12. Ça veut dire qu'il peut prendre 11 valeurs différentes. Alors comment montrer qu'il n'est pas possible de piper les dés de sorte que j'ai une loi uniforme sur 2, 12? Déjà, la tactique. La tactique pour montrer que quelque chose n'est pas possible, c'est toujours la même. Hein. On suppose que c'est possible et on essaye d'aboutir à une absurdité. Donc on va dire supposons qu'il soit possible donc d'attribuer des poids aux dés, donc de piper les dés, de sorte que la variable aléatoire x1 plus x2 eh bien, suive une loi uniforme sur l'ensemble de 12. Supposons cela. Alors si c'est le cas, je connais déjà la fonction génératrice d'une loi uniforme. Hein, puisque la fonction génératrice d'une loi uniforme, c'est quoi? Les probabilités que cette loi soit égale à k, elle est la même quand k varie entre 2 et 12, et elle vaut 1 onzième. Donc cette variable aléatoire, ça sera 1 sur 11, facteur de t, plus, alors pardon, t2, plus t3, plus etc., plus jusqu'à t à la puissance 12. Et moi, j'ai supposé qu'il était possible de piper les dés de manière à ce que x1 plus x2 suivent cette loi. Donc, je suppose que c'est possible. Hein. Donc ma fonction génératrice, ça va être quelque chose de la forme a1t plus etc. plus a6t6 avec ici a1, a6 des nombres réels. Donc, ce sont les fameux poids qui sont apportés à chacune des faces. Et je vais avoir ici gx2 de t qui va être égal à b1t plus etc. jusqu'à b6t6 avec b1, b6 des nombres réels. Alors attention, hein, ces nombres réels, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est les différentes probabilités. Hein. C'est-à-dire qu'ici AK est la probabilité que x est égal à k et bk est la probabilité que x2 est égal à k. Hein. Donc c'est pas n'importe quoi. Ce qui veut donc dire en particulier que ces nombres-là, ils sont évidemment positifs ou nuls, et que la somme de ces termes est égale à 1. Hein. N'oubliez pas que la fonction génératrice, en 1, elle prend la valeur 1, puisqu'on va additionner les probabilités d'un système complet d'événements. Alors nous, ce qu'on veut démontrer, on a supposé que ces nombres-là existaient, ils sont tous positifs, et on veut arriver à une bêtise, on veut arriver à une contradiction. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait montrer, c'est que ce n'est pas possible de trouver des nombres réels de ce type-là, positifs, tels que le produit de ces deux termes-là me donne ça. Alors, la contradiction, si elle doit apparaître quelque part, c'est une contradiction qui doit apparaître sur les polynômes. Les polynômes, c'est quoi? Les polynômes, c'est les racines. Les polynômes, c'est la plupart du temps, quand on les étudie, il s'agit de les réécrire sous forme factorisée. Et pour les réécrire sous forme factorisée, il faut faire apparaître des racines. Donc je vais m'intéresser aux racines de ce polynôme et aux éventuelles racines de ce polynôme. Donc déjà, je vais constater déjà que ce polynôme, bon, je peux déjà factoriser t carré dans cette histoire. Je factorise t carré sur 11. Et là, ce que je vais récupérer, c'est donc 1 plus t2, plus etc. jusqu'à t à la puissance 10. Alors, je m'aperçois là que je suis face à une somme géométrique.
Donc cette somme géométrique, je peux la réécrire autrement. Je peux la réécrire 1 moins t puissance 11 sur 1 moins t, lorsque t est différent de 1. Alors ici, évidemment, choisir t est égal à 1, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas une racine, puisque quand on évalue ce truc-là en 1, on obtient 1, ça on le sait. Donc on sait très très bien que 1 n'est pas racine. Donc je vais pouvoir écrire ça sous sa forme somme géométrique, t carré sur 11, facteur de 1 moins t à la puissance 11 sur 1 moins t. Cette expression-là, elle est valable dès que t est égal à 1. Donc quelles sont les racines de ce polynôme-là, et plus exactement de ce polynôme-là? Les racines de ce polynôme-là, on observe donc que c'est les racines onzièmes de l'unité auxquelles je retire 1. Ah donc c'est intéressant, ça, on connaît complètement les racines de ce polynôme, hein. Puisque lui, il admet 0 comme racine double, et là on vient de dire que les racines de ce polynôme, les racines sont les éléments, il y en a 10 2 à 2 distincts, donc c'est bien les racines, hein, je dis bien les racines, sont les éléments de l'ensemble des racines onzièmes de l'unité auxquelles je retire 1. Elles sont effectivement racines, puisque déjà elles sont différentes de 1, et le terme qui est ici va être nul, puisqu'une racine onzième de l'unité, par définition, sa puissance 11 est égale à 1. Et j'en ai trouvé 10 2 à 2 distinctes avec un polynôme de degré 10, donc j'ai bien les racines, hein, là je peux bien utiliser un article défini. Super! Donc ça veut dire que quand je multiplie ces deux polynômes-là, hormis 0 qui va être racine double, et d'ailleurs on le voit apparaître, hein, puisque t se factorise ici et ici, normalement je devrais récupérer des polynômes dont les racines sont les racines onzièmes de l'unité. Donc des racines qui sont en plus complexes, non réelles. Puisque je vous rappelle que les seules racines de l'unité qui peuvent être réelles, c'est 1 et moins 1. Et moins 1, c'est pas une racine onzième de l'unité, hein, puisque moins 1 à la puissance 11, ça fait moins 1, c'est pas égal à 1. Donc maintenant, je calcule le produit de ces deux polynômes. Je fais ma petite factorisation pour faire apparaître la racine double 0, qui est bien racine double, hein, a priori. On va le justifier, vous inquiétez pas, parce qu'il y a encore, on pourrait dire, ouais, mais ça peut être nul, donc il pourrait être racine d'ordre plus grand. On va voir que non. Donc là, je fais ma petite factorisation, T5, et là, je vais récupérer B1, plus, etc., plus B6, T à la puissance 5. Bon, alors je sais que ces deux polynômes sont égaux, hein, c'est ce que j'ai supposé. Et là, j'ai quoi, en fait? Là, j'ai des polynômes de degré 5. Alors, pourquoi de degré 5? Parce que vous allez me dire, A6 et B6, ils peuvent être nuls. Non, non, ils ne peuvent pas être nuls. Parce que quand je multiplie ces deux polynômes, le coefficient de t à la puissance 10, ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à 1 onzième. Donc, je sais que A6 fois B6 doit être égal à 1 onzième. Donc déjà, ces termes-là, ils ne peuvent pas être nuls. De la même façon, A1 et B1 ne peuvent pas être nuls, puisque c'est le coefficient de t carré, et le coefficient de t carré, c'est également 1 onzième. Donc, en actant que A1, B1 est égal à 1 onzième, et donc strictement positif, ces termes-là ne sont pas nuls, et A6, B6 est aussi égal à 1 onzième pour les mêmes raisons que strictement positif, donc ces termes-là ne sont pas nuls. Ce qui veut donc dire que ceci est un polynôme de degré 5 à coefficient réel, ceci est un polynôme de degré 5. Donc ces deux polynômes-là sont des polynômes à coefficient réel de degré 5. Donc ils sont de degré 5. Mais dites, un polynôme de degré 5 à coefficient réel, si vous lui appliquez la formule des valeurs intermédiaires, ça admet des racines réelles des polynômes comme ça. Si je prends ce polynôme-là, et que je le baptise A de t, je vais récupérer A1, plus etc., plus A6, t à la puissance 5. Comme les coefficients A6, enfin ces deux coefficients-là sont strictement positifs, parce qu'ils sont positifs et non nuls, on récupère que A de t est équivalent, lorsque t tend vers plus l'infini, à A6 t puissance 5, terme qui tend vers plus l'infini lorsque t tend vers plus l'infini. Donc A de t tend vers plus l'infini. Si je fais le même travail en moins l'infini, le terme dominant, c'est toujours le terme de plus haut degré, c'est toujours A6 t puissance 5 qui va tendre vers moins l'infini lorsque t tend vers moins l'infini. Et la fonction qui a t associée à 2t est une fonction qui est polynomiale, donc elle est continue plus que polynomiale. Continue sur R, bien sûr. Moralité,
j'ai une fonction qui est continue sur R qui prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Moralité, il existe un nombre R réel tel que A de R est égal à 0. Donc on a trouvé une racine réelle pour le polynôme qui est ici. Mais si j'ai une racine réelle pour ce polynôme, j'ai aussi une racine réelle pour ce polynôme. Et ça, c'est absurde, puisqu'on vient de démontrer que les racines de ce polynôme, c'est les racines onzièmes de l'unité privées de 1. Donc ça, c'est absurde, puisque les racines de 1 sont nécessairement dans l'ensemble U11 privé de 1. Et ça, cet ensemble-là, il est inclus dans C privé de R. Moralité. On a supposé que il était possible de piper des dés de sorte que la somme suive une loi uniforme sur 2,12. On arrive à une contradiction sur les racines d'un polynôme. On obtient que ces deux polynômes-là, à un onzième près, sont égaux, donc ils ont les mêmes racines. L'un a des racines qui sont toutes complexes, et l'autre a déjà au moins deux racines réelles, puisque le raisonnement que j'ai fait pour ce polynôme-là, je peux le faire pour celui-là. Donc lui, il va avoir deux racines réelles a priori, alors que lui n'en a pas. Et ça, c'est absurde. Moralité, il n'est donc pas possible de piper 2 dés de manière à ce que, en jetant les dés, on obtienne une loi uniforme sur les résultats. Alors je suis sûr que vous avez été bouleversé par cet exercice, qui est magnifique, hein. Franchement, c'est un très très bel exercice. On ne s'attend vraiment pas, quand on lit l'énoncé, hein. Soyez honnête. Hein. Vous vous attendiez vraiment à ce que les racines onzièmes de l'unité soient la clé de la résolution de cet exercice? Non, hein, on est d'accord, c'est fabuleux. Hein. Pourtant, je vais vous donner une démonstration encore plus courte de ça. Et la tactique que je vais employer, c'est une tactique que j'ai absolument jamais employée cette année, vous allez voir. C'est les mathématiques, la vérité est aux extrémités. Donc ça, c'est la première fois que vous entendez ça. Ah, je suis vraiment un très mauvais blagueur. Hein. Seconde approche, les mathématiques aux extrémités. Oh, il tiendra pas jusqu'à mercredi, ceci. Ouh là 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 là, donne des signes de faiblesse. Alors, on va changer. Donc oui, j'ai dit les mathématiques aux extrémités. Quand on avait fait la question où on n'avait pas pipé les dés, on avait dit que le poids le plus important, ça se mettait sur x1 plus x2 est égal à 7. C'est là où le poids est le plus important. Eh bien, c'est là qu'on va justement regarder. On va regarder ce qui se passe pour la probabilité de x1 plus x2 est égal à 7. Puisque comme on avait vu que c'était le poids le plus important lorsque les dés étaient non pipés, eh bien, probablement que ce poids-là va jouer un rôle important dans l'analyse. Donc je vais dire que cette probabilité-là, je vais aller regarder ce qui se passe aux extrémités. Cette probabilité-là, en tout cas, elle est nécessairement supérieure ou égale à la probabilité que x1 est égal à 1 et x2 est égal à 6, plus la probabilité que x1 est égal à 6, inter x2 est égal à 1. Puisque là, j'ai juste récupéré deux événements qui permettaient de réaliser cette information, mais il y en a bien d'autres, et finalement, qui marchent. Donc la probabilité qui est là, elle est évidemment supérieure ou égale au produit de ces deux termes-là. Or, ça, comme les variables aléatoires x1 et x2 sont indépendantes, on va récupérer que cette probabilité, elle est supérieure ou égale à la probabilité que x1 est égal à 1, ce qui est le terme a1 dans ma fonction génératrice ici. Et là, je vais récupérer le terme b6. Plus, ici, je vais récupérer a6. Et ici, je vais récupérer b1. Donc, j'obtiens que la probabilité que x plus y est supérieur ou égal à 7, est supérieure ou égale à cette expression-là. J'ai exactement ça. Et maintenant, si je regarde les égalités que je peux en déduire, par rapport aux expressions polynomiales qui sont ici, on va récupérer
des expressions de A1, B1, A6, B6, les expressions qui sont ici, qui vont nous permettre de tout exprimer soit en fonction des AI, soit en fonction des BI. Donc là, on avait remarqué, en regardant encore une fois ce qui se passait aux extrémités des degrés, on avait remarqué que A1, B1 était égal à 1 sur 11 et que A6, B6 était égal à 1 sur 11. Donc je vais pouvoir exprimer par exemple A1 en fonction de B1, c'est 1 sur 11 B1, et je vais pouvoir exprimer A6 en fonction de B6, c'est 1 sur 11 B6. Ce qui veut donc dire que cette probabilité, je vais pouvoir continuer à dire, en travaillant avec des égalités ici, mais en continuant à obtenir des minorations de l'expression. Si je remplace A1 par sa valeur, je vais récupérer donc 1 onzième qui va se mettre en facteur dans les deux cas de B6 sur B1, et ici par la même occasion B1 sur B6, puisque ces termes-là, je vous rappelle, sont positifs, c'est des probabilités, et même strictement positifs, puisque leur produit est différent de 0. Voilà ce que je récupère. Or, il est bien connu, ça c'est un exercice qu'on avait fait assez rapidement en début d'année, que si x est un nombre strictement positif, quand j'additionne x et son inverse, j'obtiens toujours un résultat qui est supérieur ou égal à 2. Alors, c'est pas très difficile à démontrer. Il suffit encore une fois de se ramener à 0, de calculer ça et de montrer que c'est positif. En réduisant au même dénominateur, on obtient x carré moins 2x plus 1 sur x, c'est-à-dire x moins 1 au carré sur x, qui est bien un terme positif ou nul, et qui n'est nul que quand x est égal à 1. Donc ça veut dire que la quantité qui est là, comme c'est un nombre réel strictement positif plus son inverse, cette quantité elle est supérieure ou égale à 2. Ce qui m'assure que donc cette probabilité-là est supérieure ou égale à 2 sur 11. Et ça m'assure de quoi? Que la loi, elle ne peut pas être uniforme. On ne peut pas tronquer les dés de manière à obtenir une loi uniforme, puisque la probabilité que x1 plus x2 est égal à 7, elle est supérieure ou égale à 2 sur 11. Alors que si la variable aléatoire x plus y était uniforme, eh bien la probabilité de cet événement, ça serait 1 sur 11, puisqu'il y a 11 issues, il y a 11 possibilités pour la somme. Voilà, donc on arrive à une contradiction, donc c'est la même tactique, on suppose que c'est possible, on écrit nos polynômes, et là au lieu de travailler sur les racines, j'ai choisi de travailler sur les coefficients. Et j'ai regardé les coefficients des degrés extrêmes, et j'ai regardé ce qui se passait par rapport au pic de probabilité quand on supposait que les variables aléatoires suivaient des lois uniformes sur l'intervalle 1,6. Et on arrive à une démonstration qui est encore plus courte que ce résultat. Alors, moins joli, je vous l'accorde. Franchement, le coup des racines onzièmes de l'unité, ça c'est super chouette. Mais bon, c'est quand même pas mal non plus. Toujours l'approche par les extrémités. Voilà pour cet exercice très riche, qui vient mêler probabilité, polynôme. Et on voit vraiment que les polynômes, c'est un outil diablement intéressant. Et vous n'avez pas fini d'en parler l'année prochaine.